Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors, les théories de jauge permettent de construire ce qu'on appelle des théories unifiées. Donc, on prend l'interaction faible, on prend l'électromagnétisme et on les combine. Donc, en fait, on part d'une symétrie qui est la combinaison des deux précédentes, croix SU1 fois croix SU2, donc le produit des deux symétries, celle de l'électromagnétisme et de l'interaction faible, et on va décrire des champs de matière, puis des champs de jauge avec ça. Donc on classe les particules, c'est-à-dire les électrons, positrons, neutrinos, antineutrinos, etc., et on les classe dans ce qu'on appelle des multiplets, qui sont des représentations, qui correspondent à des représentations du groupe de symétrie qui a été ici choisi. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà une équation qui décrit la théorie, et on peut appliquer le mécanisme des jauges locales. Donc, on prend cette symétrie et on ajoute les champs de jauge. En fait, le SU2 est décrit par 3 paramètres indépendants et U1 par un paramètre. Donc on a 4 paramètres, on ajoute 4 champs de jauge et on fait alors tous les calculs pour la manière d'ajouter les champs de jauge pour avoir une symétrie locale. En faisant tous ces calculs, on constate que un des paramètres de SU2 se combine au paramètre U1 pour donner 2 nouveaux paramètres. L'un de ces paramètres, de ces nouveaux paramètres, correspond à un champ qui correspond à un boson de jauge identique au photon. Premier objectif atteint. Et l'autre paramètre, se combine avec les deux qui restent, avec les deux paramètres restants de la symétrie SU2, ils se combinent ensemble pour donner 3 champs. Et c'est l'un d'entre eux, celui qui vient en fait du paramètre supplémentaire, correspond au boson Z neutre, et les deux autres donnent les bosons W plus et moins. Donc l'objectif est atteint, on a obtenu une théorie dont les résultats correspondent aux bosons de jauge qui sont observés, comme on l'avait vu pour le photon, ici pour photon et boson intermédiaire. Notons que la symétrie initiale et finale, c'est-à-dire au départ on part de U1 sur 2 et on obtient un champ électromagnétique U1 et un champ d'interaction faible SU2, les deux se ressemblent, c'est U1 et SU2. Mais en réalité, à cause de tout ce remaniement, tout a été mélangé. On part en fait d'un champ unique, obéissant à une grosse symétrie, U1 et SU2, et après tous ces remaniements, on obtient des champs différents, le champ du photon U1 et les champs du boson Z et W plus ou moins qui correspondent à SU2. C'est dans ce sens que l'on parle réellement de théorie unifiée. Notons que cette théorie a été remarquablement vérifiée par l'expérience. On a pu vérifier nombre de ces aspects et de ces prédictions expérimentales. La prochaine étape, c'est l'interaction forte. Alors, on peut toujours ajouter SU3, correspondant à l'interaction forte, classer les quarks dans les multiplets, appliquer la jauge locale, et on obtient ainsi les gluons. Donc, on a les tout ensemble. Mais en fait, ici, ce n'est pas une unification. L'unification du champ unique, qu'on appelle champ électrofaible, et l'interaction forte ne sont pas réellement unifiés. Il s'agit plus de faire ici cohabiter
l'interaction électrofaible, le champ électrofaible, et le champ correspondant à l'interaction forte, grâce au fait qu'ils obéissent au même formalisme et subissent le même mécanisme de jauge locale, etc. Il n'y a pas de champ unique qui décrirait un seul champ unique, d'où dériverait après remaniement le champ électrofaible et l'interaction forte. On a tenté de faire une telle unification comme pour le champ électrofaible, incluant l'interaction forte. On a tenté de le faire, ce qu'on appelle les théories de grande unification, en partant de différents types de symétries. Donc au lieu de partir de cette symétrie-là, on part d'une symétrie plus grosse. On a essayé SU4, on a essayé SU5, E6, E8, SU3 croix, SU3, on a essayé plein de groupes. Et tous ces groupes, une fois transformés, ça ne marche pas. En fait, si, avec chacun de ces groupes, on obtient une théorie. On obtient, après remaniement, on peut obtenir le champ électrofaible, l'interaction forte, mais ces théories prédisent à chaque fois de nouvelles particules. Des particules qu'on devrait, d'après ce que telles qu'elles sont décrites par la théorie, des particules qui devraient être aisées à détecter. Or, on ne les détecte jamais. Donc, il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui ne va pas pour ce qu'on appelle la grande unification. Ça marche très bien pour l'interaction électromagnétique et l'interaction faible, mais avec l'interaction forte, ça coince. Et il faut le dire, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Toujours est-il qu'on a quand même une théorie globale, un champ électrofaible et interaction forte avec les jauges locales. Mais la théorie ainsi construite ignore l'aspect de masse des particules. Et on a vu, avec la renormalisation, on ne sait pas les calculer. Le problème qu'on va exposer, en fait, n'est pas lié à l'unification. Même si c'est dans ce cadre-là que la question s'est posée. C'est un problème plus général. La théorie, telle qu'elle est construite, n'a pas de masse associée aux particules, mais le fait est que neutrinos, quarks, électrons, bosons W et Z, tous ont une masse. Donc, comment on peut faire? Bien, une méthode simple, c'est celle qui est faite avec la théorie de l'électrodynamique, qui décrit électrons et photons. On peut simplement ajouter un terme qui correspond à la masse. Par exemple, dans la théorie électrofaible, il y a un terme correspondant à la masse de l'électron qui a une forme bien particulière, qui correspond à un terme de masse. Et on peut de même ici ajouter des termes aux équations pour les masses des bosons W et Z. Et là, c'est la catastrophe. Parce que la théorie qu'on obtient ainsi est non renormalisable. Et on l'a vu, une théorie non renormalisable, elle est inutilisable. Donc là, ça c'est un problème grave. Notons que si on ajoute des masses aux neutrinos, électrons, quarks, il n'y a pas ce problème, la théorie reste renormalisable, mais on a ce qu'on appelle une violation de la symétrie de jauge. C'est-à-dire que la théorie n'est plus invariante de jauge. C'est très ennuyant, puisque par exemple de l'électromagnétisme, on sait qu'il est invariant de jauge. C'est moins grave que le cas précédent, on peut s'en accommoder. Il y a des méthodes qui permettent de s'accommoder de ça. C'est quand même un indice qui a un problème. Le simple fait d'ajouter des masses pose problème, et pour le WZ, c'est la grosse catastrophe. Donc, la théorie prédit en réalité des particules, des champs de jauge, comme le photon sans masse, ça y a pas de souci, et des W et Z sans masse. Or, c'est contraire à la réalité, ces particules sont très massives. Donc comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, une solution, c'est de faire appel à un mécanisme que l'on appelle la brisure spontanée de symétrie, qui a été mis au point par plusieurs physiciens. En fait, la brisure spontanée de symétrie était déjà connue en physique,
Elle avait été étudiée dans certains cas de théorie quantique des champs, et ça a attiré l'attention des Belges Brut et Englert, ainsi que de l'anglais Peter Higgs. Et indépendamment, ils ont compris que ce mécanisme pourrait les sortir d'affaire pour la masse. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir. Mais alors d'abord, dans un premier temps, dans la prochaine vidéo, nous allons regarder de plus près ce que signifie une brisure spontanée de symétrie. Je vous remercie.